sauver la forêt primordiale. Non, les mondes de la lune. Habitants chers la terre. Le Congo profond. Zinga. Donc sur les origines africaines de la médecine et de la chirurgie. Alors, bonsoir à tous. Voilà, ce que nous allons faire aujourd'hui, je vous remercie d'être là, afin que nous partagions que l'Afrique a inventé tous les savoirs et a civilisé toute la planète. En tout cas, là, c'est l'exemple de la médecine et de la chirurgie. Photo de, on va dire, une statue de Toutankhamon qui a eu en classe de 6e, il y avait un coup de cœur déjà en cours d'histoire, donc vers l'âge de 10 ans, pour un retour très tardif. Alors voilà le titre vraiment de la, on va dire, de la communication. Donc l'Afrique noire, mère des savoirs et de toutes les humanités. Donc les origines de l'humanité sont attestées en Afrique. Les fourchettes varient, de 500 000 pour les Égyptiens aujourd'hui, Khaled Saad, président du musée au Caire, jusqu'à 1 million d'années en étant intelligents comme nous le sommes. Alors, là, vous aviez Yves Coppens, paléanthropologue, qui expliquait à une heure de grande écoute que, en France, que les ancêtres des Français sont noirs. Donc, l'origine monogénétique de l'humanité. Voilà ce que, voilà, à l'heure de grande écoute, donc ce qui se dit dans l'émission, vous voyez, tabou. Là, c'est pour attester les origines de l'écriture. Vous voyez, depuis moins 60 000 ans, c'était sur des œufs d'autruche, où finalement, vous voyez, les écritures ont pour but de formaliser l'idée, et en tout cas, étaient comprises par celui qui pouvait les regarder, des gravures réalisées par les hommes modernes. Ici, donc, vous voyez que pour la science, ce magazine, voilà, crédible, qui explique comment l'Afrique a été le berceau des mathématiques. Puisque depuis plus de 20 000 ans, dans la région des Grands Lacs, qui correspond au Congo, Angola, Mozambique, et donc où l'humanité est apparue et puis remontée par le Nil vers le nord. Donc les mathématiques attestées. Alors là, vous avez donc en Azanie une ville qui date, des vestiges d'une ville qui date déjà de 200 000 ans, de 200 000 ans avant notre ère. Alors nous arriverons à la médecine. Alors vous voyez, quand on va chercher sur Internet, on tombe sur des choses très, très peu glorieuses. Que la médecine était une religion, que le médecin
possédait une trousse avec des amulettes, des rouleaux, enfin en tout cas, c'est presque satirique. Et en tout cas, c'est très péjoratif. En tout cas, c'est loin d'être la réalité, hein, par la suite. Voilà, je vais vous parler de la pensée médicale, qui est le substratum, enfin, on va dire c'est l'essentiel de qui base hein, la médecine. Cette pensée médicale, elle procède donc à partir d'une conception philosophique, mais des premiers principes qui régissent l'univers. En tout cas, il y en a 7 qui sont rappelés dans l'ouvrage. Et donc, vous voyez, les fondements de la société, comme la santé, la médecine, en tout cas, étaient structurés de la même manière, avec on dit un logiciel qui est le logiciel mathématique. La maths, c'est fondamentalement philosophique, c'est cette espèce de position d'être toujours en accord, en harmonie avec l'univers, dans la justice, dans la droiture. Donc vous voyez, il y a encore de définitions, mais en tout cas c'est vraiment un principe qui a guidé la société égyptienne au niveau où aucune autre société n'a égalé jusqu'alors. Donc la maladie est le reflet dans la matière de la lutte acharnée dans le cosmos entre les forces salutaires et puis les forces nocives. Voilà la conception de la maladie. Et donc, la synthèse donc, humaine, hein, qui possède de l'organique, du mental, du spirituel, du divin, fait que nos ancêtres reconnaissaient la maladie donc un déséquilibre, comme un déséquilibre, donc à corriger. Et nous finissons en disant que l'humanité profonde est dans la maths. Et vous verrez comment c'est un principe très très important. Voilà là, symboliser la maths, hein, avec ses ailes déployées, c'est une symbolique partagée. Ici, vous avez le papyrus qui est dit papyrus d'Ebers, du nom de ceux qui sont devenus propriétaires, et qui est un véritable traité de médecine et qui est attesté, vous voyez, comme de moins 1560. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que les traités étaient sans cesse recopiés, et on sait qu'il était beaucoup plus ancien. Mais en tout cas, ça c'est une version qui date de moins 1560, avant notre ère. Alors, le collègue Djeouti Lyon parlait déjà d'une femme qui était directrice des médecins, donc on pourrait dire l'équivalent de présidente du Conseil de l'Ordre, hein, des médecins, et donc elle s'appelait Pesséchette. Donc c'est cette femme, hein, donc vous voyez la statue. Alors là, finalement, vous voyez que la médecine égyptienne avait une place importante dans le monde. Et beaucoup voilà, bien avant la médecine grecque, en tout cas la science médicale africaine était réputée jusqu'en Orient. Et de là, de nombreux malades venaient se faire soigner, les étudiants étrangers migraient pour recevoir cet enseignement, les praticiens, kémites. Et puis, dans d'autres domaines aussi, la philosophie, les arts, etc., pour se perfectionner. En tout cas, il faisait bien de mentionner son épisode égyptien dans sa formation. Et en fait, le métier de médecin est un métier hiérarchisé, avec des médecins du palais impérial, et ceux des centres publics, qu'on appelait des maisons de vie,
et qu'on pouvait dire qui était l'équivalent des dispensaires que nous connaissons de nos jours. En tout cas, dans cette Afrique-là, il existait des médecins généralistes, il existait des médecins spécialistes d'organes comme aujourd'hui, il existait aussi des chirurgiens. Alors pourquoi dire que l'Afrique a inventé toute la médecine? Alors là, je salue tous les professionnels de santé qui sont là, vous autres aussi, les autres qui ne sont pas forcément dans ces professions, dans ce domaine. Et donc, mais en tout cas, la médecine, c'est la clinique, ce qu'on fait au lit du patient, l'ensemble des signes cliniques. Et c'est aussi la thérapeutique, c'est-à-dire que votre médecin, vous allez le voir sur des signes, il vous donne un diagnostic et vous ressortez le plus souvent avec une ordonnance qui résume la thérapeutique, ce qu'il vous donne pour guérir, pour aller mieux. Et donc, qu'il s'agisse de l'anatomie, elle est attestée donc en Afrique, qu'il s'agisse de la physiologie, elle est attestée en Afrique, y compris dans sa composante énergétique, la physiologie cardiaque, la physiologie pulmonaire et la description du système circulatoire. Il y a aussi ce que connaissent beaucoup je ne veux pas ennuyer les autres, mais en tout cas, vous voyez, la physiopathologie, c'est l'explication, on vous dit comment est-ce que vous avez fait pour développer cette maladie-là. Comment est-ce que les choses ont procédé. La physiopathologie aussi est attestée. La biologie, comme on le verra avec les tests de grossesse. La séméologie dans l'étude des signes cliniques. L'athérome et l'athérosclérose étaient connus et décrits. Et enfin, vous avez le premier traité de cardiologie qui est attesté et qui, même dans la revue du praticien, il y a Bernard Zéroïde qui en atteste, qui est cardiologue. Et donc, et les papyrus, voilà, ce savoir est éparpillé dans les papyrus que l'on dit médicaux, ceux d'Ebers, de Hirsch, de Londres, de Berlin et de Brooklyn. Alors ce qui est étonnant pour l'époque, c'est que l'approche clinique est structurée comme aujourd'hui, c'est-à-dire avec l'interrogatoire qui est retrouvé, avec l'inspection du patient qui est retrouvé, la palpation du patient qui est retrouvé, l'auscultation du patient qui est retrouvé. Et donc, la sémiologie et la pathologie faisaient partie des écoles de médecine, donc les premières facultés. Et en tout cas, le pouls, la fréquence cardiaque qui était mesurée au moyen de la clepsydre, qui est la première horloge, les clepsydres portatives. Et enfin, la fièvre était connue, était traitée, on examinait beaucoup les exécrats, donc les urines, les larmes, les fécesses, enfin, voilà. Et les bruits du cœur, il faut lire DED, il manque un B, était connu grâce au stéthoscope. Et on commence par voir les bruits du cœur et après, dans le travail, on découvre que, y compris le stéthoscope, avait été découvert donc, en Afrique. Et donc le diagnostic est posé, le pronostic est établi, et enfin la thérapeutique aussi, et voilà, comme aujourd'hui. Alors, vous voyez ça, c'est les graphies de type hiéroglyphique, donc qui montrent bien que c'est au moins 4000 ans avant notre ère. Donc vous avez le symbole du médecin, le Sunu, hein, tout en haut. Vous avez le Haut Sunu, qui est le chef des médecins. Vous avez le Eri Sunu, qui est chirurgien. Vous avez les Mères Sunu, qui sont les administrateurs des médecins. Et puis vous avez les inspecteurs des médecins. Vous avez les prêtres purificateurs, hein, le Sekhmet. Vous avez aussi le doyen des médecins. Et enfin, vous avez aussi les prêtres guérisseurs. Il faut dire que beaucoup de médecins étaient prêtres. Là, vous avez les graphies attestées pour parler de la vie. Donc, Ankh, même en copte aussi, vous avez les Sénèbres pour la santé, vous avez 4 pour
maladie, Ménette aussi pour la maladie, Oukédou. Enfin, vous avez la soignée, scène. Vous avez les graphies attestées de l'essence même de la structure de la médecine et de la chirurgie. Alors nous allons en venir à l'anatomie. Et donc, vous verrez que les dénominations anatomiques, elles sont justement en hiéroglyphes, ce que nous disons. Donc c'est l'écriture qui est attestée depuis 4000 ans avant notre ère jusqu'à 400. Et donc les listes d'anatomie humaine sont relevées, elles sont depuis l'Ancien Empire, qui s'étend depuis 3400 jusqu'à 2160 de l'ère africaine, et figurent dans les textes médicaux et chirurgicaux. Donc chaque os est nommé avec son nom en métonnétchère. Chaque partie de l'encéphale est nommée par son nom. Donc voilà, vous voyez le travail pointu qu'ont fait les aînés de l'humanité. Et en tout cas, c'est l'anatomie qui est le socle donc, de la médecine et de la chirurgie. Et donc de la clinique. Alors là, vous voyez qu'il s'agit de l'anatomie d'un crâne. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'ensemble des dénominations sont en hiéroglyphes. Et c'est ça qui atteste de cette antériorité très très ancienne. Et donc, même si l'anatomie du crâne est extrêmement ardue pour les étudiants, vous voyez qu'elle n'avait pas de secret dès cette époque. Là, vous avez, c'est vraiment toute l'anatomie, le membre supérieur, l'omoplate, la clavicule, l'os du bras, l'humérus, enfin tous les os du membre supérieur étaient connus, avec des noms hiéroglyphiques. Là encore, les os du membre inférieur étaient connus aussi, avec la hanche, les grides, le fémur, l'articulation vraiment du genou, enfin tout est bien attesté. Là, nous avons dans l'abdomen, vous voyez que l'ensemble des organes sont nommés. Il y a un mot pour la vésicule biliaire, un mot pour le foie, un mot pour l'estomac, un mot pour la rate, un mot pour les reins, un mot pour la horte. Enfin, vraiment tous les organes sont nommés. Le diaphragme, enfin bon, les espaces intercostaux, tout est connu. Et on peut aussi voir, vous voyez, dans les statuaires de la myologie, vous voyez que le trapèze, ce muscle, le cou là, au-dessus de l'épaule est bien connu, est bien dessiné, le deltoïde pour l'épaule, le grand pectoral, etc. Les biceps, en tout cas, les statues. À travers les statues, on pouvait voir que toute l'anatomie était maîtrisée parce que extrêmement bien reproduite. Alors là, c'est un chercheur américain, Richard Finch, qui vous voyez, les termes sont translittérés, les hiéroglyphes sont translittérés, et c'est pour ça que voilà, c'est des translittérations de hiéroglyphes pour nommer les méninges, nommer les circonvolutions cérébrales, etc. La langue. Là, vous avez vous voyez une coupe sagittale d'un crâne qui a été reprise, encore M. Finch, qui cette fois montre comment tout ce qu'il y a dans le crâne est nommé et en hiéroglyphe. Voilà, donc, qui remonte à moins 4000 ans avant notre ère. Les organes internes aussi sont connus, enfin, vous voyez, enfin, toute l'anatomie était connue, la partie génitale de l'homme, enfin, tout l'intestin, enfin, tout était nommé. Le squelette aussi, donc voilà, donc on a
tous les os sont nommés, il n'y a pas d'os oublié. Là, c'est toute la terminologie, hein, de façon en anglais, donc pour véritablement, voilà, c'était pour conforter toute l'anatomie qui était connue. Voyez. Alors là, on a des fragments du premier traité dont nous parlions tout à l'heure, premier traité de cardiologie, donc qui date de moins 1560. Et donc c'est l'éditeur qui a traduit le passage en hiéroglyphe, donc Canada Rotunde, des éditions Anija, a fait cette traduction. La traduction donne introduction au secret médical. Donc connaissance des battements du cœur et des liaisons du cœur. Le cœur comporte donc des vaisseaux reliés à chaque membre, ainsi qu'un médecin, un chirurgien, un médecin traditionnel applique ses mains ou ses doigts sur la tête, sur la nuque, sur les poignets, sur le cœur même, mais aussi sur les bras ou sur les jambes, voire sur quelque autre partie du corps. Il examine ainsi le cœur, car les vaisseaux de celui-ci sont reliés à chacun des membres du patient. Donc c'est ainsi que les battements du cœur résonnent dans tous les vaisseaux, hein, de chaque membre. Vous voyez, c'est que le pouls avait été découvert, et donc on imagine, hein, comment vous découvrez, vous écrivez tout cela, donc on comprend que c'était il n'y a que des pionniers qui peuvent écrire comme ça. Là, c'est une, on va dire, une représentation qui montre bien que la rate est en position abdominale. Donc on voit bien que si vous voulez, il y a le thorax, et puis bon, la rate, elle est dans l'abdomen. En tout cas, il y avait certainement nécessité de le préciser. Et puis, vous voyez, les rapports entre les organes aussi sont attestés. Autour des poumons, on décrit la plèvre, enfin, on voit bien le diaphragme, on voit bien les rapports entre les organes, enfin, bon, on voit les rapports des reins avec le reste. Une autre coupe qui va dans le même sens. Et là, vous voyez, toute l'anatomie du sein était connue. Le mamelon, l'aréole, enfin bon, voilà, la gynécologie était très, très avancée. Vous remarquez au passage toujours les noms kamites. Vous voyez là, on signale quelques adénopathies, donc c'est des ganglions qui avaient un axillaire, qui avaient sous les bras, hein, de cette femme. Et donc, il y a des termes aussi ou des ganglions qui sont inflammatoires. Là, vous avez encore une coupe sagittale du sein. Donc, c'est beaucoup dans le livre de Madame Anne-Marie Laurette, qui depuis nous a quittés, et qui travaillait avec M. Richard Allejean, qui a produit quand même quelques planches qui montrent l'anatomie égyptienne. Là, vous avez la représentation c'est l'articulation entre le cœur et les poumons. Vous voyez, donc comment le cœur, enfin les poumons, certes, ont une autre forme, mais en tout cas, vous voyez, les rapports étaient connus, et puis la position du cœur avec ses vaisseaux. Voilà. Là, c'est une description donc des organes génitaux féminins, et donc la vulve, l'hymen, enfin le col, le vagin, les ovaires, les trompes, le dôme de l'utérus, enfin bon, tout ça était décrit, et même des anomalies. Hein, Et donc, là, quand on en vient aux spécialités, on va dire que on trouve des
par la thérapeutique des, on va dire, des aérosols qui sont mis pour des asthmatiques. Et aussi, sur les momies, on a trouvé aussi des tuberculoses. Et donc, vous voyez, donc en tout cas, la pneumologie occupe déjà, il y a des traces, hein, voilà, attestées donc de cette discipline. Et en tout cas, pour la neurologie, il y en a beaucoup plus ont été trouvés, donc il y a encore du boulot. C'est un chantier, hein, qui est initié, mais il y a encore du boulot. Donc l'accident vasculaire cérébral est attesté, l'hémiplégie est attestée, décrite, l'aphasie motrice était décrite, elle est dite maintenant de Broca, mais elle était déjà décrite, et même l'aphasie, hein, de compréhension, hein, donc vous savez, quand les gens font un petit charabia après les congestions, les AVC, qui sont malheureusement très, très communs dans notre société, donc ça s'appelait Wernicke, ben c'était déjà connu. Et les migraines, dont les neurologues s'occupent, étaient connues. L'épilepsie était connue, licite. La maladie de Parkinson était connue. Les paralysies faciales, les tétraplégies étaient décrites. Les patients consultaient pour des myoclonies. Les souffrances médulaires étaient connues. Et même la maladie dite d'Alzheimer, en 2381, c'est un roi, hein, qui a vécu entre 2381 et 2353. La démence qu'il avait, on pourrait caractériser aujourd'hui de démence d'Alzheimer. Et elle avait été repérée comme démence. Pour la rhumatologie, on a des descriptions de spondylarthrite ankylosante, des descriptions d'arthrite réactionnelle, de lumbago, qui sont fréquents, de sciatalgie, de scoliose, d'arthrose vertébrale. Et enfin, en gastroentérologie, les constipations, diarrhée, vomissements, les hémorroïdes, les traitements pour les hémorroïdes, pour la dysenterie, les diarrhées, vomissements, etc. Là, c'est une stèle qui est devant le tombeau, hein, d'un dignitaire qui était atteint de poliomyélite. Et donc, c'est pour ça qu'il a un membre beaucoup plus mince, hein, que l'autre. Et en tout cas, on sait donc qu'il y avait des cas de poliomyélite. Les sujets avaient, voilà, enfin, ils étaient acceptés. Enfin, vraiment, ils avaient leur place dans la société. Alors, pour l'ophtalmologie, le site des ophtalmologues français reconnaît, hein, que les Égyptiens ont été les pionniers de leur discipline. Et en tout cas, les cataractes, hein, étaient décrites. Il y a beaucoup d'œils rouges qui étaient traités. Le glaucome était connu et traité. Les hémorragies conjonctivales étaient traitées. Des cancers de l'œil étaient décrits. Et enfin, en oncologie, malheureusement, nous sommes champions du monde des cancers. Même. Là, on parle beaucoup de la Martinique et la Guadeloupe en matière de cancer du sein. Vous voyez que dès cette époque, de cancer de prostate, pardon, vous voyez que l'oncologie, les cancers du sein sont décrits. La maladie de Paget, qui est une forme de cancer du sein, est décrite aussi. Le cancer du col de l'utérus est décrit vers moins 2200. Et à côté de la chirurgie, donc on comprend qu'il y avait l'anesthésie qui pouvait être soit médicamenteuse ou par voie hypnotique. Alors les urgences médicales concernaient les hémorragies, les syncopes, les traumatismes, les accidents de chantier. Et donc les maladies infectieuses ou l'infectiologie, on trouve décrit des érésipèles, ces placards, hein, qu'on a sur la jambe qui sont d'origine infectieuse, les poussées herpétiques, donc l'herpès est décrit, la poliomyélite comme nous avons vu tout à l'heure, mais aussi des rhumatismes infectieux qui sont décrits, comme le mal de pote. Et enfin, il y avait aussi des soins palliatifs,
déjà de cette époque. Quand on ne pouvait pas guérir un patient, on l'accompagnait. Il y avait cette humanité extrêmement profonde dès cette époque. Alors vous avez aussi donc la psychiatrie, donc les dépressions sont attestées, les mélancolies sont attestées, les angoisses, les satanies sont attestées, l'ORL avec description d'angine, d'otite, il y a même des trachéotomies qui sont réalisées. Et enfin en obstétrique, en gynécologie obstétrique, non seulement l'accouchement qui se faisait plutôt au domicile, mais le sexe de l'enfant à naître était annoncé avant la grossesse. Et donc il s'y déroulait aussi des césariennes. Et puis il y avait aussi des pinces de forceps, et les forceps aussi étaient réalisés. La contraception était au point avec des pilules. Les pilules étaient faites en graines de grenade, dont la médecine moderne atteste maintenant qu'ils sont riches en phytoœstrogènes. Le stérilet existait sous une forme de... C'était une petite branche qui était placée dans le col. Et enfin, le préservatif aussi existait. Et donc, en pédiatrie, les rhinopharyngites étaient décrites, les otites étaient décrites, pipiolie et nurésie, c'était décrit, les parasitoses, les cibles étaient décrites. Et enfin, il y a une grande place qui était réservée à l'allaitement maternel. Et donc, justement, dans cette approche de l'importance de l'allaitement, une femme allaitait à Kemet son enfant jusqu'à l'âge de 3 ans. Et au cours de ce travail, je tombe sur des études suédoises qui attestent que seul le lait maternel convient à l'humain. J'en profite pour faire une parenthèse pour vous dire que les Suédois, donc c'est Madame Svanborg, S-V-A-L-B-O-R-G, Katharina Svanborg, qui publie que lorsque les gens, elle individualise plus de 22 000 personnes qui ne supportent pas le lait et elle les croise avec le registre du cancer des autres Suédois. Et donc ces personnes qui ne consomment pas de lait font beaucoup moins de cancer que les autres. Mais c'est beaucoup. Cancer du poumon, c'est 45% en moins de cancer pour ceux qui ne boivent pas de lait de vache. 39% en moins de cancer pour ceux qui ne boivent pas. Cancer des ovaires, pour celles qui ne boivent pas de lait de vache. Et 21% de cancer en moins pour celles qui ne boivent pas de lait de vache. Alors en dermatologie, là c'est Madame Mussini, là c'était une thèse de médecine, les comédons étaient décrits, l'acné était décrite, les ulcères cutanés, les abcès, les impéticos, l'alopécie, ça c'est, vous savez, les chutes de cheveux. Et enfin, le travail de Madame Cecilia Mussini était de comparer les pharmacopées, et là la pharmacopée égyptienne était extrêmement riche. Donc là, c'est la photo d'un préservatif. Alors, pour vous dire qu'ils étaient faits soit en lait et trempés dans de l'huile d'olive, ou bien ils pouvaient être des parties intestinales de mouton. Et donc, ils étaient utilisés pour la prévention des maladies infectieuses. Alors, un clin d'œil, parce que même la pharmacie et aussi est originaire d'Afrique. Le mot pharmacie veut dire qui procure la santé. Voilà le sens du mot pharmacie. Donc, les antibiotiques et en particulier la pénicilline étaient connus depuis plus de 4000 ans. Les tests biologiques, des tests de grossesse à base de jus de date mélangé à du vin. Si la femme ne vomit pas, donc elle était pas enceinte. Si elle vomit, elle était enceinte. Mais il y a d'autres tests avec des oignons, avec de l'ail, etc. Et donc,
Mais une chose importante, c'est que le codex, qui est l'ensemble des médicaments dans une société, donc là c'est l'Angleterre, la Grande-Bretagne, en 1973, a fait ce travail et a reconnu que 77% des médicaments qu'ils avaient à ce moment-là, donc, étaient déjà présents en Égypte. Donc c'est dire l'avancée qui a été prise depuis très très longtemps en matière de médicaments, de thérapeutiques. L'aspirine aussi était connue et était utilisée comme antalgique. On trouve même un anti-parkinsonien, et le Cocculus iosulu dies, effectivement, est attesté pour ses propriétés, donc en vérifiant. Et donc, pour vous dire aussi que l'éthique dans la pratique, c'était fondamental. Alors là, nous en venons à la chirurgie. Donc alors là, le premier traité de chirurgie et de traumatologie, c'est dans le papyrus qui a été acquis par Edwin Smith, qui est conservé donc à l'Académie de médecine de New York, et qui contient donc un traité de pathologie chirurgicale. Donc on sait qu'il a été réécrit vers au moins 1600, et certainement réécriture. Donc il est considéré comme une copie des autres textes antérieurs en matière de connaissances, qui remontent, d'après les datations, au moins à 2750 ans avant notre ère. Donc c'est la date de retenue par les spécialistes pour les premières interventions chirurgicales. Et là, vous voyez, c'est des trépanations, donc des trous faits dans le crâne, donc soit pour ôter des tumeurs ou évacuer le sang. En tout cas, il y avait des indications à la trépanation. Et donc les interventions réalisées, c'était des artériotomies, donc on intervenait sur les artères. Il y avait aussi des ligatures artérielles. La dissection était attestée, mais simplement la momification aussi permettait plus de 30 000 momies ont été retrouvées, donc permettait d'atteindre ce niveau anatomique et de connaissance. Et en tout cas, la neurochirurgie, telle qu'elle est, avec la trépanation, la résection de tumeurs dans le cerveau, le traitement d'hématomes du rocher, d'hématomes sous-durales, sont décrits. La chirurgie orthopédique aussi, en particulier celle des fractures, avec les fractures des os longs, où on élaborait des attelles. L'urologie, où le fait d'uriner du sang, qu'on appelle l'hématurie, est décrite. Le sondage vésical se faisait. L'hypertrophie prostatique, j'ai envie d'ajouter bénigne, était décrite. Les cystites, les rétentions d'urine étaient, c'était traité. Et enfin, la stomatologie avec les soins dentaires, les extractions dentaires, avait lieu. Mais vous voyez, l'hygiène, la diététique et la prévention sont aussi des notions qui sont omniprésentes dans l'organisation de la santé en Égypte. Là, vous avez une prothèse de pied, vous voyez, elle est faite de bois et de cuir. Et vous voyez la finesse de cette prothèse. Bon, le temps a altéré un peu les derniers orteils, mais vous voyez que lorsqu'on amputait un patient, donc du pied, on avait le souci qu'il puisse continuer de marcher dès cette époque, et on lui confectionnait une prothèse. Et c'est là, c'est attendu, mais en tout cas, vous voyez, cette prothèse est là pour en attester. Alors il y a non seulement la prothèse, mais vous voyez, il y a une vis qui passe, donc ça a été retrouvé chez une momie, exactement comme l'ostéosynthèse qu'on peut retrouver aujourd'hui. C'est-à-dire on avait compris comment traiter une fracture en introduisant donc un corps métallique pour aider la fixation et la restauration
Donc voilà, c'est dans un des musées de Rose-Croix retrouvé en 1971. Alors nous allons parler des instruments à la fois médicaux et chirurgicaux. Alors le bistouri est attesté, les lames, les couteaux sont attestés, la pince à disséquer est attestée, la curette, les sondes, la rugine à os, que les orthopédistes connaissent très bien, la lame de silex à usage unique, les lames cautères pour l'hémostase, donc le fait d'arrêter les saignements en cours d'intervention. Donc il y avait tout ça existait. Il y avait des ciseaux métalliques, des couteaux chirurgicaux, des scies, des spatules, des crochets, des pinces, des couteaux encore. Et donc, vous voyez, les deux à votre droite sont les bistouris trouvés donc à Kemet. Et puis les autres sont ceux d'aujourd'hui. Vous voyez que déjà la forme avait été trouvée et ils étaient en bronze. Et voilà, donc en tout cas, il y a peu d'évolution. Voilà encore des bistouris qui sont exposés. D'autres bistouris encore. Là encore, vous voyez, les instruments sont en bronze, avec les couteaux, les rugines, enfin, ils sont éparpillés dans les divers musées européens et états-uniens. Voilà, les instruments de chirurgie encore. Ici, c'est à Paris. Là encore, vous voyez des crochets, des outils. Là encore des crochets qui servaient lors de la momification, à faire sortir le cerveau par le nez. Et c'est un process non égalé jusqu'alors. Là, vous aviez des boîtes de rangement hein, pour les outils, pour les... Vraiment, Là, ce sont des outils qui sont retrouvés en Nubie, donc l'actuel Soudan. Et aussi, vous voyez que les crochets sont précis, enfin, il apparaît bien que ce sont des outils chirurgicaux. Alors, c'est comme si les aînés de l'humanité avaient voulu fixer leur savoir. Et donc, à Kom-Ombo, c'est une région, Kom, K-O-M, plus loin Ombo, O-M-B-O, ce mur existe. Et c'est le mur où sont représentés l'ensemble des outils, des instruments médicaux et chirurgicaux. Et donc ce mur est là, il peut être enfin voilà, vous pouvez si vous allez en Égypte, vous le verrez. Et donc là, ce qu'on voit, c'est déjà qu'il y avait des cathéters. Il y avait des couteaux, il y avait des bols, il y avait des balances, il y avait des scalpels, il y avait des sondes, il y avait des éponges, il y avait des ciseaux, il y avait des ventouses, des pinces à forceps, des clistères, d'autres sondes, des crochets, enfin vraiment tout est dessiné dans le dur, enfin sculpté dans le dur. Et donc, sur le mur, c'est des journalistes de PubMed, c'était des médecins pour la plupart, qui lorsqu'ils visitaient l'Égypte lors d'un voyage, voilà, ont pu montrer, ça leur a pas échappé qu'il s'agissait d'un stéthoscope. Mais effectivement, tout à l'heure, s'il y avait l'auscultation, il fallait qu'elle se fasse avec un outil. Alors, vous voyez, on nous dit que c'est Laennec, en 1816, qui a inventé le stéthoscope, mais, vous voyez, là, vous voyez le stéthoscope avec sa membrane, et vous voyez qu'il est binaural. Il y a un écouteur pour chaque oreille.
Et dans l'histoire de la découverte du stéthoscope, il est d'abord monoculaire, enfin c'est un seul tube, avant d'arriver au stéthoscope binoculaire. Or, nous avons une représentation directement binoculaire en Égypte, qui date de plus de 4000 ans. Alors même l'origine du caducée est retrouvée donc, en Égypte, donc c'est Djéouti, rebaptisé Hermès pour les Grecs, donc où la spirale donc, exprime le tourbillon des forces de construction qui est surmonté des deux ailes. Pour eux c'était les ailes d'Osiré ou d'Horus, qui vous savez en Afrique, Horus était le fils de Dieu, et donc les faucons de ces ailes sont déployés afin de terrasser le serpent, ou alors il y a d'autres explications qui expliquent que le serpent relie plutôt le monde des humains à celui des ancêtres. Mais en tout cas, les divers caducées trouvent leur origine à Kémet. Alors il y a des éléments du serment dans la pratique médicale, comme celui de respecter la doctrine qui était consignée dans les traités, c'est-à-dire que chaque médecin acteur avait une base qui était écrite et qu'il devait respecter. Et tout écart gravissime ou toute négligence qui se soldait par la mort du patient était sanctionné. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement une discipline dans la pratique médicale. Alors, les autres éléments du serment sont les lieux, alors les lieux d'installation. Donc il y avait des centres de soins où tous les soignants étaient réunis. Il y avait des copistes qui rédigeaient les papyrus, qui les recopiaient. Et donc le niveau de surveillance des centres était bon, c'est-à-dire que les anciens passaient, enfin il y avait un patronage, il y avait des tuteurs. En tout cas, le contrôle de l'activité des médecins existait, et l'estimation du service rendu aussi, et puis l'action disciplinaire qui était décrite et prévue pour chaque cas. Alors il y a une notion importante qui prévaut encore aujourd'hui, c'est plutôt que l'obligation de résultat, c'était déjà l'obligation des moyens. Tous les moyens étaient mis en route, étaient mis en mouvement pour sauver une vie. La vie était sacrée en Égypte pour les aînés de l'humanité. Alors là, nous savons que nous faisons tous, vous savez, les médecins font le serment d'Hippocrate et Imhotep, nous devrions faire le serment d'Imhotep parce que c'est Imhotep le véritable père de la médecine. Donc Imhotep est chirurgien et écrit les divers traités vers moins de 1700. C'est ce qu'a attesté dans les papyrus d'Ebers et de Smith, qui ont été publiés en 1930. Et déjà pour William Osler, qui a décrit l'endocardite, donc les infections des valves du cœur, il disait déjà que c'était Imhotep donc de Memphis, le véritable père de la médecine. Il y a aussi le confrère qui s'appelle Guy Kodzo Alovor, qui exerce dans le nord de Paris et qui est un orthopédiste extrêmement brillant et qui est aussi très mobilisé dans la Renaissance africaine, qui a publié des vidéos, qui a un site pour expliquer que Imhotep est le véritable père de la médecine.
Il y a aussi le livre de Claudine Brelet, qui s'appelle Les médecines du monde. Pour elle, hein, une Française qui écrit ça, elle dit que, pour elle, Imhotep, alors qu'il était architecte de la pyramide de Saqqara, alors qu'il était astronome, alors qu'il était premier ministre du roi Djoser, il était le fondateur de la médecine, il était chirurgien. Et vous voyez que Hippocrate de Cos, qui est né en moins 460 et qui est mort en moins 370, et qui est allé étudier en Égypte, à Alexandrie, voilà. Donc, vous voyez, moins 2700 d'un côté, et puis moins 460. Et donc, nous pensons quand même que c'est quand même à travers Asclépios pour les Grecs et Esculape pour les Romains, que c'est Imhotep qui est en filigrane, qui est derrière, mais pourquoi pas le nommer directement. Alors donc c'est là donc encore pour illustrer le propos, vous voyez que Imhotep c'est donc en Afrique, en Grèce, c'est au nom d'Asclépios qu'on fait le serment, et en Italie, à Rome, c'est au nom d'Esculape que l'on fait le serment. Voilà la statue d'Imhotep, le véritable père de la médecine. Là, nous avons la maman d'Imhotep. Et avec sa coiffe, on voit qu'il s'agissait d'une prêtresse nubienne. Donc en fait, on comprend le chemin, on comprend mieux le travail d'Imhotep. Alors Sekhmet, voilà le symbole. Sekhmet, elle est dite la patronne des chirurgiens. Elle était la patronne des chirurgiens en Égypte. Là, vous avez sur les momies des preuves que les soins dentaires avaient lieu avec ceux qui s'y connaissent bien voient comment les dents sont fixées. En tout cas, il y avait des choses. Vraiment, c'est de l'art dentaire dans son. Voilà, avec la technique. C'est-à-dire, là, c'est un livre de Pauline Ledan c'est une thèse, elle a fait paraître. Elle a publié un livre qui est très très clair et qui est très très riche sur le fait que des extractions avaient lieu, qu'il y avait des remplacements de dents, enfin, il y avait vraiment. L'art dentaire était au point. Alors là, nous voulons donner l'autre partie donc, de la médecine qui se déroulait aussi à Kemet. Et donc, l'approche scientifique, biologique, énergétique et holographique qui est contenue dans les divers documents médicaux des anciens kémites, cités précédemment, a été en fait trop souvent étiquetée de magique par une pensée matérialiste. Une pensée matérialiste qu'on a trouvée en Occident. Et donc en fait, cette science kémite était très très avancée et en fait repose sur laquelle repose la médecine. Et donc en fait, elle a à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui la physique quantique ou quantique. Et donc, en tout cas aujourd'hui, on aurait intérêt à s'intéresser aux applications de physique quantique. Alors ce courant que Akmos, accord du corps matériel avec les ondes suprasensibles de M. Nakashian, voilà, emprunte aussi en France
la médecine quantique. Et donc, c'est Thomas Schulk, qui a, dans l'art de la médecine, qui rend un hommage à M. Nakashian, où il reconnaît que Hermès, donc Thoth, donc Djeouti, comme l'un des plus grands éducateurs de la race humaine. Et Thoth Djeouti, c'est ce grand Africain. Et plus près de nous, nous avons en Russie le professeur Piotr Garayev. Donc c'est un professeur académique, un professeur comme il y en a à la MENA, comme il y en a dans les CHU, mais qui en 2011 a guéri une fillette de 2 ans de plusieurs kystes qui allaient manger le pancréas. C'est ça la polykystose du pancréas. Mais ce qui est original, c'est que c'est par médecine quantique qu'il a guéri. Donc, il a demandé à la famille de retrouver une cousine, Germaine, qui avait le même âge, donc de 2 ans. Cette cousine a été amenée, ils ont pris l'empreinte holographique de l'ADN, sans l'ouvrir. Avec une lampe, ils ont repéré l'empreinte abdominale, donc du pancréas. Ils l'ont projetée sur la petite fille qui était malade de kyste, et la petite fille malade de kyste a guéri, a testé. Ça s'est passé depuis 2011. Et donc, elle est en bonne santé, et donc on peut prendre de ses nouvelles. Vous voyez que ça, c'est en Russie. En France, pas seulement à Lyon, mais en tout cas à Lyon, lorsque un grand brûlé ou un brûlé tout simplement arrive, l'infirmière appelle le coupeur de feu. Le coupeur de feu, c'est de la physique quantique qu'il applique. Ce qu'il est chez lui, le patient se trouve à l'hôpital, et de par son action, son activité, les douleurs du brûlé s'amenuisent et baissent, elles s'amenuisent. En tout cas, le patient a moins mal, le brûlé a moins mal, et les infirmières ont le droit, et elles font appel, là, aujourd'hui encore, à Lyon, au CHU de Lyon, ça se fait. Et ça se fait aussi dans d'autres villes en France. Alors, ça c'est pour vous montrer comment aujourd'hui la science valide la manière de penser, donc le paradigme des aînés de l'humanité. La télépathie aussi est attestée et validée, mais elle avait cours aussi déjà à Kemet. Alors, justement, c'est que cette médecine quantique, c'est quoi? C'est la prédominance de l'esprit sur la matière. Aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. Et donc, l'Afrique a fondé la science, comme dit un grand savant, Bokbassong, sur l'ordre indépassable de l'univers visible et invisible. Donc, si vous voulez, c'est pas seulement du biomimétisme, mais c'est aussi de comprendre comment les choses opèrent dans l'invisible, dans le visible et dans l'invisible, que cette science a été créée. Et donc les fréquences humaines, par exemple, voyagent beaucoup plus rapidement que la lumière. Et donc la physiologie kémite, en fait, elle permet en fait de comprendre les paradigmes, en fait, la médecine vibratoire et ce qu'on appelle aussi la médecine magnétique. Vous voyez, c'est que effectivement, l'être humain, il renferme un agrégat d'énergie, il subit la conception, il subit la croissance, il y a l'énonciation, il y a la parole créatrice, l'incarnation, et en fait, c'est la magie qui s'appelle science quantique. Plutôt que de dire magie, on devrait parler de science quantique. Alors, donc, là, c'était pour dire comment la médecine énergétique est remise de l'avant. Donc déjà, à l'époque, nos ancêtres reconnaissaient que tout être humain possède 9 corps qui sont enchevêtrés et qui sont connectés à une porte énergétique. Et en 2009, à l'ONU et à l'OMS a été déclarée la Fédération internationale de la cosmo-énergétique, qui s'occupe de sciences de l'esprit et du corps. Donc c'est une association qui existe aujourd'hui depuis 2009 et qui est sur qui valide le paradigme médecine quantique, médecine
qui s'appuie sur la science de l'esprit et du corps. Mais vous savez déjà que les images de l'aura avaient été objectivées dans des champs électromagnétiques produits par des générateurs d'électricité à haute tension dès 1929 et aussi en 1950. Alors, aujourd'hui en France, à Toulouse, il y a un médecin anesthésiste qui s'appelle Jean-Jacques Charbonnier. Jean-Jacques Charbonnier qui organise plusieurs séances par an. J'ai appris qu'à Toulouse, il y a plusieurs associations qui s'occupent des personnes qui ont le deuil difficile. Et c'est dans ce contexte que le docteur Charbonnier donc, propose donc des séances où on s'inscrit par avance et où il permet, c'est des séances où il accueille 40 personnes qui ont le deuil difficile. Ces personnes donc sont installées sur des fauteuils confortables. Il passe une musique et il les hypnotise. Et il appelle ça la communication transhypnotique, puisque sur les 40 personnes, 26 parlent à l'être disparu. C'est-à-dire que ces personnes se trouvent soulagées, trouvent leur deuil allégé, parce qu'elles ont eu une conversation avec l'être qui pourtant est mort, mais où la transcommunication hypnotique est attestée. Et il y avait en 2017 tout un colloque à la Mutualité sur la conscience et l'invisible. Et là, non seulement le docteur Charbonnier était là, mais il y avait des docteurs Moody. Enfin, il y avait des États-Unis qui étaient là, qui partagent les mêmes expériences. Alors même les Méridiens, les Chinois attestent qu'ils étaient connus, qu'ils les tiennent des Égyptiens. Et donc il y en a 26 à droite, 26 à gauche, et on les appelait les Métous. Donc les Méridiens étaient les Métous. Et donc les fonctions physiologiques et physiopathologiques des Métous, bon, ça fonde la médecine énergétique. Et donc, en Égypte, donc à Kemet, la bonne santé, c'était non seulement la bonne circulation énergétique des Métous, et d'être aussi dans la maths. C'était ça la bonne santé. Et donc, je vous rappelle que Djéouti, Thoth, a élaboré les principes de la vie. Et enfin, il y a les chakras aussi. Donc les chakras, c'était les aritus. Donc les chakras étaient attestés déjà en Égypte. Voilà donc le premier, le chakra racine, voilà, en rouge, après le chakra sacré, après le chakra du plexus solaire, après le chakra du cœur en vert, puis le chakra de la gorge, vous avez le chakra dit du troisième œil en fait, et puis le chakra couronne. Alors, ce qui est reconnu, c'est que chaque individu est unique, avec non seulement une fréquence vibratoire unique, avec un ADN unique, et avec des empreintes digitales uniques. Et donc, dès cette époque, il y a des mots pour désigner l'ADN, il y a des mots pour désigner le noyau, il y a des mots pour désigner la réplication. Tous ces termes sont attestés, mais enfin, ce n'était pas l'objet là ici. Et donc, l'étiologie de la maladie se retrouve donc dans le désaccord que l'être humain, finalement, a concocté, on peut dire, avec l'harmonie cosmique. Donc, il était important de s'harmoniser avec le cosmos pour rester en bonne santé. Et donc, la médecine vibratoire sacrée, elle consiste à des incantations qui assurent en fait une résonance entre, d'une part, on va dire la signification des paroles, et d'autre part, la réceptivité par le malade.
et d'autre part la fréquence sonore et vibratoire. C'est-à-dire que les incantations, pour comprendre ça, on voit des réductions de fibromes alors qu'il y a seulement des incantations. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des prêtres qui disent des incantations et puis on suit à l'échographie, aujourd'hui encore, comment ces incantations fonctionnent. On comprend qu'elles aient fonctionné jadis. Ça s'appelle la médecine vibratoire. Je vous remercie de votre attention et puis voilà, donc si vous avez des questions, ce sera avec plaisir.